Ça va Bruno? Salut à tous, ça va bien. Ouais. À l'image de l'OM, la pêche et ambitieux et content d'être là. Ah, j'aime bien, c'est des mots que Content j'aime de bien jouer cette compétition, de la disputer. Les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau volet, le dernier de l'année 2025 de la Hype par en live. On est sur un nouveau plateau avec mes experts préférés. On est avec notre ami monsieur Michel de France 3 de l'Olympique de Marseille, 25 ans d'expertise, je vais y arriver. Comment ça va Michel? C'est pas compliqué, tu me demandes comment ça va, tu regardes comment est l'OM. Donc en ce moment ça va, on a fait une bonne semaine. Donc en plus il y a bientôt les fêtes, donc j'ai la banane. Il n'y a pas eu un match cette semaine, donc... La semaine dernière, on a fait une bonne semaine, on risquez s'aime pas beaucoup, de la je gâcher. te dis on s'aime beaucoup, mais on est un petit peu, on se tire un peu la bourre. On est aussi avec Bruno Blanza d'ici Provence. Bruno, comment ça va? Tout va bien. Moi, je vis aussi comme l'OM. Si l'OM va bien, je vais bien. Et l'OM fait une bonne première partie de saison. Donc ça va. On est également avec notre invité du jour, je vais y arriver aujourd'hui, Basile Bilo, Bonjour, donc Johan. supporter de l'Olympique de Marseille, Bien Twittos, accessoirement plus de 60 000 followers sur Twitter, Wow, quelle plus de présentation. 11 000 followers sur Instagram. C'est le stade Vélodrome, hein? C'est un marathonien aussi qui court beaucoup, qui a en ce moment un challenge sur le calendrier de l'Avent, donc tu fais 1 kilomètre, tu rajoutes 1 C'est kilomètre ça, tous les jours. ouais. Et aussi Dans Marseille. accessoirement responsable com et graphiste chez les Spartiates. Comment Ouais. ça va? Eh J'ai tout dit? Ouais, tout, bah là, franchement, carrément. C'est bien, là. On dirait Daenerys dans Game of Thrones. Non, bah, ça va. Du côté de l'OM, ça va très bien en tant que supporter de l'OM. Du côté des Spartiates, un peu moins bien parce qu'on a perdu cette semaine. Mais bon, on a un match demain, donc on peut passer peut après, voilà, retourner et redevenir heureux de partout. Mais en tout cas, ça va. L'avantage au hockey c'est qu'il y a 70 matchs et donc tu en perds un, bon, tu peux te refaire la cerise. C'est ça l'avantage. C'est que c'est vrai que 2 jours après, normalement, tu es sûr de jouer un peu ce qu'on vit avec l'OM cette année en jouant la Ligue des Champions et le championnat toutes les semaines, quoi. Et Bon. même si on n'a pas très chaud, il fait beaucoup plus chaud qu'à la patinoire. Ça, c'est clair. Ça, c'est certain. Et les amis, aujourd'hui, justement, au programme, on vous a concocté avec Michel des sujets aux petits oignons. On va parler de votre sujet préféré, le mercato d'hiver qui arrive à grands pas, j'ai envie de dire. Mais avant ça, on va faire aussi un petit bilan de la mi-saison de l'Olympique de Marseille avec Bilo, avec Bruno et avec Michel. Mais je vais aussi ouvrir cette émission en vous posant la question à tous les deux qui avaient eu la chance d'être en conférence de presse avec Pablo Longoria et notre ami Roberto De Zerbi qui ont fait un petit... Excuse-moi, il n'y avait que Pablo. Ah, il n'y avait que Pablo. Demain, nous aurons l'entraîneur. Donc demain, vous aurez En Roberto De préparation Zerbi. d'avant-match, oui. Je vous laisse nous faire un petit, rapidement, un petit résumé de ce qui s'est dit. Ouais. Chacun aura le sien, à retenir principalement, évidemment, ce qui intéresse tout le monde, c'est le mercato. Il a bien fait comprendre que, bon, toujours c'est une question de pépette, hein. Le mercato d'hiver, on le sait, c'est un mercato d'ajustement, parce que si tu veux prendre un grand joueur, tu penses bien que le club en question ne va pas te le laisser à la mi-saison, donc il faut prendre ou des joueurs blessés, ou des seconds couteaux, ou envoyer les belins. C'est très compliqué le mercato d'hiver. Il a fait comprendre qu'il fallait vendre avant d'acheter. Il a donné quand même une info, Bruno, en disant qu'il fallait à tout prix recruter un joueur offensif. Pourquoi ? Parce que Traoré et Gouiri, ils sont en train de revenir. Aubin, il est à la canne. Donc on est un peu limité dans ce secteur-là. On l'a vu, hein, pas de numéro 10 pendant une grande partie de la saison. Et après, il y a ce qu'il dit et ce qui va se faire. Et ça, on en parlera, évidemment. Là, il nous donne les grandes lignes, mais après, on verra ce qui se passera. Il a aussi donné son amour inconditionnel pour Roberto De Zerbi en disant qu'il aimerait qu'il s'inscrive dans la très longue durée. Voilà ce que j'ai retenu. Bruno, comment tu l'as senti, le président de l'Olympique de Marseille? Comme à son habitude, bien, parce que je crois bien que ça a duré quasiment 1h30. Hein. C'est assez rare. C'est un exercice qu'il a mis en place Pablo Longoria et qu'il apprécie. Et il utilise souvent ce terme en toute transparence. Donc ça veut dire qu'il est là aussi pour expliquer aux supporters de l'OM, via les médias, les situations du club. Pour compléter, il a surtout été assez précis sur un complément à Mason Greenwood sur le côté droit, parce que Greenwood, il joue tous les matchs. Et donc, voilà, ça a l'air d'être en tous les cas
une priorité du recrutement hivernal de l'Olympique de Marseille. Après, ce qui est bien, c'est que ça dure 1h30. Alors, il y a le nouvel attaché de presse qui est arrivé cet été. À un moment donné, au bout de 45 minutes, il a dit, bon, on arrête. Mais non. Nous, on voulait poser, notamment Bruno, il a dit, non, on ne peut pas en poser d'autres questions. Et le président, il dit, non, on continue. Ça a duré une demi-heure de plus. On parle des féminines, on parle des infrastructures, du stade, très intéressant de sur la le stade commanderie, du naming. Voilà, c'est des légendes du club. C'est une interview soleil, c'est-à-dire que ce n'est pas que le sportif, comment il est le bilan et le mercato. Sinon, en 25 minutes, on a fini. C'est vraiment toutes les strates du club. Et c'est très intéressant, avec bien évidemment quand même de la langue de bois sur certaines réponses. Mais tu picores un peu, il y a à boire et à manger. Bon, c'est très bien. On sent un président, on va dire, un peu apaisé par ce début de saison. Ça tombe bien, on va en parler. Avant de parler quand même de ce début de saison, je vais t'interroger à toi, Monsieur Bilot. On va revenir un peu sur le match contre Monaco, qui est le dernier match de l'Olympique de Marseille. Comment tu as senti dans la globalité cette équipe sur ce match-là? Et je pense quand même content du résultat final. Ouais, je suis content parce que c'était quand même un gros match. Même si c'est vrai qu'au final, on a quand même un top 8 qui bouge beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup de belles équipes et on a eu du mal contre les belles équipes sur ce début de saison. Tu vois, on en a gagné que finalement Strasbourg, qui est aujourd'hui peut-être un peu plus bas, et Paris, qui elle est une belle victoire avec des Monaco. Circonstances. Et maintenant, on a gagné Monaco, alors que contre Lille, on fait un non-match complet. Franchement, c'est bien repris. Je pense que c'est hyper important de le faire à ce moment-là de la saison, avant de partir en vacances à Noël. Je pense que c'était important. Au début, on a eu un peu peur. Je pense que les 5 premières minutes de jeu, on était très contents. On le disait au stade, justement. On s'est dit, souvent, notre entame de match est très moyenne, voire encore pire en Ligue des Champions. Et là, les 5 premières minutes de match, tu dois mener 2-0 si ta finition est bonne ce soir-là. Malheureusement, elle ne l'a pas été. Et là où tu as raison, c'est que souvent, on pêchait en début et en fin. C'est ça, ouais. Et là, on a été bon au début et à la fin. Par contre, on a eu un gros truc. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est ce qu'on disait, vu que le match a été décalé à cause des fumigènes. On s'est dit, on évite nos 15 minutes au début, puisqu'ils sont en train de tourner le ballon sur le terrain. Et belle stratégie, belle stratégie. Donc, merci le virage de paix. Merci. Tu vas avoir un match de suspension, mais merci. Je pense que l'amende vaudra le coup. L'amende, oui, même la suspension probable, soit pour la réception de Nantes, soit pour la réception de Lens. Sachez d'ailleurs. Ou Coupe de France, si jamais tu te qualifies, c'est possible. Oui, mais il y a de grandes chances. Le club fait tout pour que, si jamais il y a une suspension du virage de paix, le virage nord, que ce soit pour la réception de Nantes, le premier match en 2026. Ce sera le dimanche 4 à 15h, d'ailleurs horaire totalement inhabituel. Et à vivre sur Ici Provence, votre radio préférée. Mais pour éviter... Il est très très bon. Pour éviter le match OM-Lens, on connaît la position de Lens au moment où nous parlons, leader du championnat. Ça, ce sera coincé entre la réception de Liverpool et le déplacement à Bruges. Ce sera un gros match de championnat et ça serait bien à ce moment-là d'avoir effectivement le Vélodrome plein et qui supporte l'équipe. Justement, on parlait un peu de ce début et cette fin de match. Michel, est-ce qu'on n'a pas un peu, sur le match de l'Union Saint-Gilloise et de Monaco, un peu guéri cette blessure qu'on avait depuis le début de saison, c'est-à-dire d'encaisser des buts dans les dernières minutes? Là, on a réussi à souffrir. Et garder le score et partir avec les 3 points sur ces 2 matchs. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Oui et non. Oui, factuellement, puisqu'on menait les 2 fois et on a préservé le score à chaque fois, ce qui ne nous est pas beaucoup arrivé dans ce que tu disais, Toulouse, Angers notamment. Mais à Bruxelles, c'est un petit miracle quand même. À la différence de l'équipe qui titrait Miracle au Vélodrome au lendemain de Monaco, ce n'est pas un miracle. Mais tu es quand même beaucoup en danger. Tu as Rouli qui fait un match énorme. Moi, je dis qu'on s'en sort bien. Je ne parle surtout pas de miracle. Je dis que ça pouvait tourner dans les 2 sens et qu'on a peut-être, en revanche, la réussite qui nous a fait défaut pendant 2 mois, 3 mois, où chaque fois la pièce tombait du mauvais côté. On parlait des matchs avec Bilot contre les rivaux. À Rennes à la 90e alors que tu es 11 contre 10, à Lyon à la 89e but contre ton camp alors qu'ils n'ont plus d'attaquants, à Lens tu mènes 1-0 et tu te détruis tout seul, tu marques des buts contre ton camp, tu offres des pénaux. Là tu as eu un petit peu plus de sérénité, peut-être un peu plus de niaque, un peu plus quand même d'expérience parce que je nous trouvais extrêmement naïfs en fin de match.
Mais je pense que ce n'est pas réglé. Il y a encore quand même un traumatisme et il y a du boulot. Bruno, comment tu as trouvé? Alors, je sais, ça va te paraître un peu bateau peut-être comme question, mais on a un Mason Greenwood qui marche, on va dire, un peu sur l'eau depuis ce début de saison, ou en tout cas qui nous montre, on va dire, un peu sa vraie valeur. Il enchaîne les matchs, il n'a pas notamment de concurrence sur son côté. Sur ce match-là, notamment, moi, je l'ai trouvé c'est pour moi un de ses meilleurs matchs contre Monaco. Comment tu l'as senti, toi? Tu étais au stade, je suppose. Oui. Après, j'ai trouvé qu'il n'avait pas beaucoup cadré, mine de rien. La première, c'est un centre là que le gardien dévie. Il tente 2 ou 3 fois en seconde période. Je revois notamment la frappe qui est flottante, qui est magnifique, encore à 0-0. Elle est à côté. Greenwood, c'est le joueur de notre championnat qui frappe le plus. Il en est à 55 tirs. Je parle de la Ligue 1. C'est monumental. C'est plus de 10 tirs par rapport au deuxième qui est Ablin de Nantes. Et en gros, Greenwood, mais c'était déjà le cas la saison dernière, il faut diviser par 2 à chaque fois. À peu près, c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Un tir sur 2 est cadré. Et un tir cadré sur 2 finit par un but. Et là, Greenwood, je l'ai trouvé intéressant. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté jusqu'au boutiste. J'y vais jusqu'au bout. Parce que ce match aurait pu basculer. Et au final, il bascule pour l'OM grâce au talent de Greenwood. Il y a une superbe contre-attaque. Et moi, je parle de Greenwood, mais je n'oublie pas Højbjerg, qui, à mes yeux, avec Rouli, est le 3e joueur le plus important sur cette première partie de saison. Il a débuté peut-être un peu timidement, version diesel, mais il est juste essentiel depuis 2-3 mois. Et voilà, après, on dit souvent les grands joueurs dans les grands matchs. Ce match peut servir de bascule pour l'OM dans la saison. Et il aurait pu basculer pour Monaco pendant le match. Donc peut-être que ça peut, parce qu'en mettant Monaco à 9 points, en étant finalement peut-être loin de Paris et de Lens si l'OM ne le gagne pas, ça peut servir, je ne vais pas parler de déclic, parce que l'équipe elle joue, elle est là, tout ça, voilà. Mais dans la saison, ce match, on ne saura que plus tard, malheureusement, il peut vraiment compter. Et pour moi, il change le bilan. Là, on est dans une émission bilan, entre guillemets. Évidemment, on va parler du mercato, mais tu te rends compte que tu gagnes 2 matchs en 3 jours, chaque fois d'un but, et ça se joue à des centimètres pour les enjeux, etc. Ou des millimètres. Ou des millimètres. Et je pense qu'on ne dit pas la même chose pour quelques centimètres à chaque fois. Et donc, c'est vrai que c'est le match de la bascule. On est quand même allé le chercher. On a de la réussite. Je pense qu'on minimise le but de Greenwood, qui est pour moi somptueux. Reprendre sans contrôle un ballon qui vient de l'autre côté, le mettre de l'autre côté. C'est un joueur hors norme. On discutait ce matin entre confrères en disant où on le place dans la hiérarchie des joueurs de l'OM sur les 20 dernières années. Moi, je le mets tout en haut avec Payet. C'est le joueur le plus fort que j'ai vu depuis 20 ans. Je parle techniquement, ballon au pied, etc. Vision du jeu. Et je pense qu'on le sous-estime. Ça a fait rire beaucoup la phrase de Zerbi, potentiel ballon d'or. Évidemment, les médias parisiens ont rigolé. Évidemment, il en est loin. Mais qui est plus fort que lui à son poste cette année en Europe? Cherchez, dites-moi. C'est très bien, c'est très très bien vendu. On va rentrer maintenant dans ce bilan. Avant de vous poser un peu des questions vraiment sur le bilan de l'Olympique de Marseille, je rebondis un peu sur tout ce que vous avez dit, notamment sur les matchs du top 8. C'est vrai que l'OM en a perdu beaucoup, mais il y a quelque chose à noter, c'est que je pense que mis à part Monaco et Paris, tous les matchs étaient à l'extérieur. Ouais. Est-ce que ça va être une force aussi, Bilo, pour l'OM de recevoir en deuxième partie de saison, avec peut-être ce mercato qui va venir renforcer certaines lignes, de recevoir toutes ces équipes-là du haut de tableau? De toute façon, clairement, puisqu'on voit bien la grande différence qu'on a entre domicile et extérieur, on sait qu'à domicile, on est meilleur, on produit plus de jeux et on marque énormément. C'est quand même très impressionnant. Invaincu, l'OM à domicile en championnat. Oui. Et puis en plus, même en Ligue des Champions, ça joue pour moi, quand même à rien. Ouais, c'est l'Atalanta. On est invaincu puisqu'on nous a volé le c'est l'Atalanta. Je suis d'accord aussi. Mais, non, mais au-delà de ça, c'est que l'OM aurait dû même ne pas être invaincu au Vélodrome, mais c'est-à-dire invincible, parce que les 2 matchs nuls, ce sont Angers et Toulouse dans le temps additionnel. L'OM qui se fait remonter à 2-2 à ce moment-là. C'est vrai que si on nous enlève le temps additionnel, je pense que on est complet, quoi. Il n'y a que des victoires. On a tout gagné, on a que des victoires. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus de temps additionnel. Ouais, c'est un peu le problème. Le foot a changé depuis la Coupe du Monde, c'est dommage ça. Mais non, moi je pense que c'est une très grande force et que justement, on peut être content du bilan comptable qu'on a actuellement, même si c'est frustrant parce que Paris a lâché énormément de points.
je suis le premier à râler toutes les semaines où on a raté des points, alors que ce pari-là est prenable cette année, et Lens y arrive. Mais Lens, c'est vrai que forcément, on ne joue pas la Ligue des Champions, donc on sait tous que ça permet de plus se reposer et aussi, avant tout, d'éviter les blessés. Nous, notre force, ça va être qu'on va les recevoir à domicile, qu'à domicile, on est bon, qu'on perd très peu. Maintenant, avec Cordo Bastien sur Twitter, on parlait beaucoup que l'OM avait du mal de Zerbi à faire des matchs nuls quand il le fallait. Là, le problème, c'est que nos matchs nuls, on les vit comme des défaites, parce que c'est vrai que c'est le cas. Mais on peut aussi se dire qu'à domicile, on ne perd pas. Donc, je pense que justement, la deuxième partie de saison peut être encore meilleure que la première. Et donc, ça promet. Je pense. Petit retour en arrière, quand même, il y a un an, Il y a un an, et quelques mois. Le Vélodrome. Il y avait De Zerbi qui donc fait un stage à Malmort. Pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ce blocage au Vélodrome, puisqu'on n'y arrivait pas. Dingue, il y a un an, donc on gagnait à l'extérieur, pour résumer, et on ne gagnait pas à domicile, on avait qui était tétanisé, bloqué. Et depuis ce stage à Malmort, l'année 2025, tu es d'accord, Bruno, elle est assez exceptionnelle. Mais c'est vrai que ça diffère vraiment des années. Je crois sous AVB, on était la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur et on n'y arrivait pas non plus à domicile. Sampaoli aussi. Sampaoli, il y a eu. Donc ce qu'a fait De Zerbi, finalement, même si là on sort du cadre purement tactique, etc., c'est quand même extrêmement fort et hyper important pour nous parce que on vient tous au stade, mais même pour tout le monde, bien sûr. C'est quand même très important d'avoir le vélodrome imprenable. C'est vrai qu'avoir un vélodrome imprenable, ça fait un moment qu'on n'avait pas vécu ça à Marseille. Bilou l'a dit, Paris a perdu beaucoup de points, Michel. Est-ce qu'on n'attendait pas quelque chose de mieux quand même de cette première partie de saison ? Alors, je suis partagé, je savais que tu allais m'interroger là-dessus. Je suis partagé pourquoi ? Parce qu'évidemment, tous, on se dit, c'était peut-être la bonne année, ils ont fait jouer les remplaçants, ils ont eu 8500 blessés, tu aurais pu en profiter. Mais moi, je considère que, si tu veux, c'est déjà très bien d'être là. Pourquoi ? Parce que tu as trop eu de blessés. Et tu t'aperçois en fait que tu as tourné depuis 3 mois à 12 joueurs de champ compétitifs, plus de jeunes. Donc l'absence de longue durée de Traoré, Gouiri, qui t'empêche d'avoir de la rotation offensive, et de Medina derrière, qui t'empêche de reposer peut-être un stopper ou Emerson, ont fait que tu as tourné avec 11-12 joueurs, parce que les autres ne sont pas au niveau. Tu as 6 à 7 joueurs dans ton effectif, c'est un tiers, qui ne sont pas au niveau de l'Olympique de Marseille, de 7 Olympiques de Marseille, qui fait que tu as joué des matchs. Je te donne un exemple contre l'Atalanta, tu n'as pas Emerson et Weah, tu joues avec Egan Riley et Garcia, tu le vois. Au milieu de terrain, tu t'es affaibli avec le départ de Rabiot-Rongier. C'est indéniable, tu peux me le sortir dans tous les sens. Et quand il parle d'Højbjerg, Bruno, évidemment, parce que c'est le seul milieu de terrain. Vermeeren, il a 20 ans, c'est prometteur, mais c'est le seul cadre au milieu. Tu peux le tourner dans tous les sens. Kondogbia peut l'être, mais oui, mais il est fiable. ne peut pas le seul cadre enchaîner fiable. les matchs. Le seul cadre fiable. Et donc, c'est pour ça qu'à la trêve, avoir 32 points, à la trêve, oui, à la trêve, mais à 16 journées de championnat, 32 points, tu as 2 points de moyenne, tu es dans le coup de la Ligue des Champions. Avec ce qui s'est passé, tu as eu à un moment donné 8-9 blessés. N'oublions pas. C'est trop. C'est trop pour pouvoir être compétitif. Antonio Conte, l'entraîneur de Naples, alors il a ouvert un petit peu le parapluie quand il a perdu le dernier match, il a dit il faut 20 joueurs. Mais quand il dit 20 joueurs, Conte, ce n'est pas 20 joueurs numériquement, c'est qualitativement. Il te faut 20 joueurs pour jouer sur les 2 tableaux. Lens, ils n'ont pas de problème, évidemment, on le sait. Ils n'ont pas beaucoup de blessés, ils ont beaucoup de réussites, ils ont un match par semaine. Voilà, mais là, tu ne peux pas, en tant que l'OM, en plus, chaque fois que tu joues contre l'OM, c'est le match de l'année pour les adversaires. Tu es trop limité dans ton effectif. Il te manque 5 joueurs de haut niveau, et encore plus quand tu as tant de blessés. Sans parler de Mercato, Bruno, on va avoir le retour de Medina, justement, Traoré, qui a, je pense, repris l'entraînement, si j'ai bien vu. D'ailleurs, hier, normalement, ils sont peut-être un peu en avance, d'ailleurs, et notamment Gouiri. Gouiri, on l'attendait fin janvier, 3 mois après son opération. D'ailleurs, l'entraîneur Roberto De Zerbi, on en a reparlé la semaine dernière, sont les délais. Et il est possible que ces joueurs-là reviennent un petit peu plus tôt. Est-ce qu'on n'est pas sur presque des recrues, au final ? Oui et non, parce que Bruno a raison. Ils ont repris l'entraînement, mais reprendre l'entraînement, c'est quoi ? C'est jouer. Moi, je suis obligé il y a 2 mois, 3 mois d'absence, donc peut-être qu'ils seront opérationnels. Il sera opérationnel fin janvier. Voilà, il y a reprendre l'entraînement, jouer 10 minutes,
et démarrer un match. Ouais, mais c'est Et Medina intéressant avait aussi repris, qu'ils hein. reprennent Non, mais je suis d'accord l'entraînement avec maintenant. toi que ce sont des recrues, mais Non, je c'est pas te ce que je veux dis, dire. je te dis que dans le mois de janvier qui va être monstrueux, malheureusement, tu vas pas pouvoir les utiliser pour le Trophée des Champions, pour OM Nantes, pour... Bah si, Mais mais justement, Medina, est-ce que c'est pas mieux qu'ils reprennent l'entraînement maintenant Ah oui, qu'il y a la oui, trêve, oui. ils vont avoir peut-être Je un peu demande de temps d'avoir. pour... Je demande Je pense pas d'avoir que c'est des de- joueurs, par exemple, moi si j'étais Gouiri, si j'étais Medina ou si j'étais Traoré, je prends pas de trêve. Je Mais reste d'accord. je reste à Je Marseille je et dis je vais que m'entraîner. laisse-moi douter Après, c'est moi. ou être un petit peu prudent quant à la possibilité de non, mais le démarrer un retour en match. forme surtout, voilà. Voilà, de démarrer un match. Ça sera quand même 3 joueurs en plus qu'on n'a pas Ah eu oui, en évidemment. ce Et pas début de 3 la saison. petits joueurs, Voilà. hein. Ce ne sont Oui, pas des c'est ça. joueurs de complément. Parce que c'est ce qu'on avait besoin. Si Bah vous oui. dites que justement Longoria voulait du renfort offensif, c'est quand même Gouiri, il nous a quand même pas mal manqué. Et il aurait pu être vraiment bien. Et même en défense, où des fois on a quand même quelques soucis. Elle est souvent inédite la défense à chaque match. Mais c'est vrai qu'on a quand même quelques soucis de temps en temps. Medina, ça ferait du bien, même si au final on ne l'a pas beaucoup vu. Donc dans chaque secteur, c'est vrai qu'on aurait besoin de ces Oui, 3 joueurs-là. Mais c'est un effet papillon, c'est-à-dire que comme tu n'avais pas ces joueurs, tu as été obligé de faire jouer quasiment tous les matchs 7 à 8 joueurs. Mais Greenwood, il y a un match, le mec, il est pas forcément bon parce qu'il joue tous les 3 jours. Pexao, pareil. Oba, 36 ans et demi. Pexao, tu dis Moi, je le dis à la Marseillaise, oui, je le dis à la Marseillaise, il paraît qu'il faut dire Péchao. Moi, je dis Pexao. Péchant. Mais si t'as- Donc, Mais là, on a l'avais l'impression bien dit, en d'avoir plus. 3-4 recrues. S'il y en a un qui dit Péchant, l'autre Péchao, Et l'autre Pexao, Péchao, on se dit, mais il y a on a plein de trois joueurs. joueurs. On a Et en trois fait, il y en joueurs sur a le côté un, gauche. c'est Péchao. donc, si tu veux, encore une fois, il y a des joueurs qui ont été obligés d'enchaîner parce que tu ne pouvais pas faire tourner et donc ils étaient moins compétitifs. C'est ça aussi qu'on oublie de dire. Ouais, c'est C'est-à-dire clair. que tu as joué des matchs où tu tirais la langue. Là, Non, je vais c'est vous pour ça mettre que le un peu- bilan est honnête. C'est honnête, je suis c'est d'accord honnête. avec vous. Pour moi, C'est il le manque bon quelques bilan points en quand même. championnat. Quelques points en championnat. Alors après, on pourra peut-être débattre du titre ou pas. Moi, je trouve que l'OM a trop de retard désormais, malheureusement. En 2010, voilà. on avait 12 points de retard. Ouais, mais c'était pas ce PSG-là qui, à mon avis, Non, je suis d'accord. on verra Bon. plus tard. Mais si Mais ce pour les PSG se éternels réveille, optimistes. mais le PSG a déjà perdu 2 fois cette saison. La saison dernière, à pareille époque, le PSG n'avait toujours pas perdu. Et, Mais ouais, ça à la fin s'était de saison, ils terminé perdent avec. que 2 fois, je Ça crois. s'était, ouais, deux défaites, mais ça s'était terminé avec l'OM deuxième à 19 points du PSG. Là, l'OM est plus près du PSG que la saison dernière à pareille époque. Mais moi, très honnêtement, pour rêver du titre, il aurait fallu que l'OM ait 3-4 points d'avance, voire 5 points d'avance, et pas 3-4 points de retard. Voilà. Par contre, il manque, à mon avis, peut-être 5 points en championnat par rapport aux matchs que l'on a vus, les fameux points perdus Match à Rennes, nul, à Lille, à Lyon, oui. par exemple, Angers, tout ça en début de Toulouse, saison. surtout. Angers-Toulouse, après, ça peut arriver, ça. Même ça fait Et à marronner, mais ça Auxerre, peut arriver. tu récupères et tu ne dois pas gagner. hein. Auxerre, c'était compliqué, il gagne 1-0. Et il manque peut-être 3 points en Ligue des Champions. Allez, sur les prestations, sur tout ça. Et l'arbitrage. Donc, c'est honnête. Quand on repense notamment aux blessés. Voilà. Là, c'est l'OM ça. tourne à 2 points par match, mais quand on dit l'OM tourne à 2 points par match, l'OM a laissé échapper donc 18 points, c'est ça. Ça fait aussi beaucoup quand on regarde ça. Voilà, sur ces 18 points, il y en avait 16. à aller chercher 16. Voilà, Tu as il y raison en de le avait à dire, aller parce chercher. que dans le bilan, au final, on n'en a pas parlé, alors que c'est quand même une année de Ligue des Champions. Mais le bilan est quand même vraiment bon. On a rarement fait ça, depuis Ben, un très point de longtemps. moins que la saison dernière à pareille époque, l'OM. Donc c'est bien avec les matchs de semaine. Et quand même, en Ligue des Champions, bon, on a tous vu les matchs. Le Real, peut-être que tu mérites au moins peut-être le nul. Sur, Mérité, non. Non, Pas mais mérité, pas sur Rouli, mérité, il fait un énorme c'était- match. Il y a 4-0 à la Non, non, mi-temps, non, mais oui, on enfin parle pas 4-1. de- il on fait parle pas de partie la de même chose. l'effectif. On ne parle pas de la même chose entre mériter sur le match et que tu es 1-1 à la 80e à 11 contre 10 et qu'on te Ah oui. siffle un péno Ben oui, fantomatique. c'est ça. Et- Donc ça veut dire que tu dois avoir un point Voilà, de c'est plus. ça. Voilà. C'est que dans l'ensemble, le Sporting, c'est particulier. Et puis, bon, on a un joueur qui a décidé de plonger. Donc, malheureusement, on pouvait. On a la C'est première un- main Tu aussi peux qui- avoir un qui point, est tu sévère. peux avoir un point de plus quand même. Ça Mais fait je suis deux. d'accord parce que le premier carton jaune est quand même extrêmement sévère. Là où, par exemple, je pense que l'Atalanta, c'est clair et net que ça devait se finir soit à 3 points, soit au minimum à 1 point. Oui, Sans tu trop le peux- mériter non plus. Hein. Tu peux dire que tu dois avoir 2 ou 3 On aurait points fait en un étant mauvais en match, objectif. mais on aurait obtenu notre Ah, mais 1000 fois. penalty. C'est pas parce que l'OM est mauvais, il y a péno. péno. Enfin, Oui, parce pour que moi, le c'est foot, c'est ça. comme ça. Tu on le n'est prends. pas, il faut Mais pas l'OM être a eu du mal. exceptionnel à chaque fois. L'OM a Ah, vraiment eu du mal ce En soir. étant objectif, c'est 2 ou 3 points. Tu peux avoir 2 ou 3 C'est points. ça, donc Là- c'est assez beau de se dire que là actuellement on serait déjà qualifié pour les 16e et qu'on pourrait peut-être presque espérer un peu au-dessus, peut-être pas le top 8, mais d'être sûr d'être ceux De qui recevoir au de retour. recevoir au retour. En Ce qui est un 16e bel de avantage finale. quand on voit Ouais. qu'on est très bon à domicile. Donc
avec la Ligue des Champions, c'est vrai que le bilan est quand Mais même si on enlève on va pas reparler encore des blessés et on va pas encore reparler de nos fins de match. On a ciblé ces problèmes-là. Si on enlève donc ces deux problèmes de ce début de saison de l'Olympique de Marseille, pour vous, où est-ce que l'OM a péché peut-être dans le jeu ou dans autre chose. Qu'est-ce qui a fait que l'OM n'a pas su ces 16 points que tu dis qu'on a ratés? Qu'est-ce qui fait que l'OM n'a pas eu sur 16 points peut-être la moitié de ces points-là? Je te donne deux réponses. Une qui vient en fait de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'un manque de stabilité avec un effectif compétitif à 17 joueurs. Alors évidemment, tu as toujours des blessés, mais qui te permet d'avoir une équipe toujours très compétitive avec, par exemple, rien que Medina et Gouiri. Voilà, je te donne deux trucs qui te permet de tourner et d'être moins fatigué. Donc c'est un effet papillon. Donc ça, il nous a manqué cet effectif un peu plus compétitif. Ouais, mais là, tu me reparles des blessés. Oui, mais c'est important quand même. Et la deuxième, ça n'a rien à voir. En fait, ce que je veux te dire, c'est que là, on l'a ciblé, les blessés. Voilà. Et la deuxième, c'est à mon avis un manque de méchanceté dans les dernières minutes. On est trop gentil. On n'est pas à la hauteur de l'entraîneur. Le mec, il meurt sur le terrain, dans ses comptes de presse, etc. Et je pensais qu'avec l'arrivée de Medina, d'Aguerre, de Pavard, on serait un peu plus méchant. Là, on ne prend pas assez de jaunes en fin de match, on ne ferme pas la boutique. À Lyon, tu dois faire un nul. À Rennes, tu dois faire un nul. Ça fait déjà 2 points. Voilà, où tu le manques. Et contre Angers et Toulouse, même s'il y a des circonstances qui font que ça arrive, on est d'une gentillesse extrême. Une touche où tu as 7 joueurs qui sont, à mon avis, responsables. Donc, on est un peu gentil, bien élevé, tu vois, pas italien comme l'entraîneur, où tu as mis qui broute l'herbe, là, comme il dit, c'est une expression, dans ça jamais rien lâché qu'on a tous vu. C'est un manque, à mon avis, dans l'effectif. Et l'absence de Medina, à ce titre, est importante. Alors, on a une question sur Roberto De Zerbi dans le live que je vais retrouver. C'est l'entraîneur de l'OM. Accessoirement. Il est italien. Est-ce que c'est pas justement aussi la faute de l'entraîneur qui instille de la nervosité, nous demande Jay Sifour? Elle n'est pas retranscrite, du coup. De la nervosité, c'est-à-dire sur les fins de match? C'est la question de Jay Sifour, je te la lis comme elle est. Moi, je peux lui répondre l'an passé peut-être, parce qu'effectivement, il y a eu des rouges, pas mal de rouges, qui fait qu'il y avait un peu de nervosité. Mais cette année, on est, on est au Secours catholique, donc je sais pas, non. Je ne sais pas. Ce qui a été reproché un peu au coach, des fois, c'est de faire des changements un peu côté défensif, de donner l'impression. Voilà, c'est peut-être ça sur les fins de match. Mais je me souviens lui avoir posé la question après le 2-2 de Toulouse. Et en gros, il explique que les joueurs demandaient à sortir et tout. Mais c'est vrai, quand il fait rentrer Egan Riley, par exemple, il y a eu des matchs comme ça où, quand on fait rentrer un défenseur, c'est pas propre à Egan Riley. Un défenseur où ces changements, et d'ailleurs, ça avait était très intéressant au Sporting Portugal, où il fait rentrer des joueurs plutôt à vocation défensive qu'offensive, même s'il ne faut pas oublier que l'OM était à 10 et menait 1-0. Si je ne dis pas de bêtises, à la mi-temps, on y est. Et bien, du coup, inconsciemment, peut-être que l'équipe, elle se dit, on va défendre. Voilà. Et cette équipe, elle s'est attaquée, surtout. Défendre, c'est plus compliqué par moment. Voilà, elle aime avoir le ballon, et d'ailleurs, c'est la deuxième possession de Ligue 1, 60% du temps. Et donc, défendre, c'est plus compliqué. Et sur des fins de match, c'est peut-être un peu le... Mais très honnêtement, pour compléter ce que disait Michel, et ta question tout à l'heure, où est-ce que l'OM doit s'améliorer, c'est dans le fait de... Alors, je n'aime pas trop cette expression, mais de tuer le match. C'est-à-dire de prendre les 2 buts d'écart, le 2-0 ou le 3-1. Voilà, s'il y a 3-1 contre Toulouse, et d'ailleurs, il y en a une ou deux. Voilà, d'Aubameyang ou d'autres. Voilà. Tu as le bon exemple avec l'Union Saint-Gilloise, où au final, l'Union Saint-Gilloise, tu sauves ton match parce que la fin de match est de la même manière qu'Angers, que Toulouse. Mais tu as mis tes 2 buts d'écart et donc tu te sauves de peu, mais tu te sauves alors que ta fin de match et tu es en train de prendre l'eau et tu commences à trop stresser à notre habitude. Et puis avec 2 buts d'avance, ils peuvent faire des touches de 60 mètres, de 50 mètres, de la bonne mère et tout. On ne craindra rien. Justement, pour finir un peu cette... Mais quand même, j'ai des critiques à l'entraîneur. Quand même. Il y en a quand même. Ah oui. Justement, on va y venir. Pour finir un peu sur ce bilan de demi-saison, et je vais te donner la parole, Michel. Où est-ce que l'OM doit s'améliorer pour faire mieux? Alors, déjà... Sans parler... alors, quand je te dis où est-ce que... Parce que ma question, c'est un peu la même. On a un peu répondu. C'est un peu la même. Qu'est-ce que tu attends de cet OM-là en deuxième partie de saison?
Et je te laisse parler notamment de Roberto De Zerbi. Alors, il a des circonstances atténuantes, encore une fois. Tu vas me dire, tu en as déjà parlé avec les blessés, que parfois tu fais des compositions avec les joueurs que tu as. Par exemple, le numéro 10. On a bien vu que pendant 4 mois, il a tenté. Et un coup, je mets lui, un coup, je mets lui. Lui, il n'est pas bon, lui, il est mauvais. Lui, il a peur. Lui, c'est pas son poste. Et un coup, il met Bacola. Un coup, il met même Vermieren, qui ne sait pas jouer de haut but, évidemment, parce qu'il a l'habitude de jouer face au jeu. Gomez, c'est tendre poulet. Nadir, c'est gentil. Donc, il lui manque ce 11e joueur. Et donc, on espère qu'au Mercato, il va y avoir un joueur offensif, que ça soit Greenwood qui joue dans cette position ou un autre joueur offensif qui le remplace. Mais ça peut être Gouiri, hein. Qui peut avoir un peu plus de choix. Donc, moi, j'attends un joueur créatif qui nous permette de jouer à 11 enfin, un peu plus de maturité, de méchanceté, et j'attends aussi 2 autres joueurs. Le mercato, même si on sait que le mercato d'hiver, c'est compliqué, pour avoir un peu plus de qualité au milieu de terrain parce qu'on l'a pas. Bruno ? C'est peut-être plus de maîtrise, moins d'affolement par moment. Pour échanger régulièrement avec les dirigeants, on sent quand même qu'il y a une ligne qui est tracée. Et on les sent sur d'eux. Moi, en fait, cette OM et cette équipe-là, joueurs, staff, je ne la sens pas aller dans le mur. Franchement, peut-être qu'elle ira, je ne sais pas. Hein, ça, c'est le sport, c'est tout ça. Par contre, je les sens sur d'eux. Et je ne sens pas une équipe qui soit capable de craquer sur plusieurs matchs. Peut-être de passer à côté de certains matchs, mais pas d'avoir un trou noir d'un mois de 3-4 matchs où on va prendre du côté de l'OM un point. Voilà. Donc c'est plus pendant les matchs de la maîtrise, parce que ces derniers temps, avec la fatigue, ça a été plus compliqué. On l'a vu sur l'Union Saint-Gilloise où à la fin on s'est dit « ouf !» On est sorti du match, voilà. Pareil pour Monaco, on s'est dit « purée, heureusement et c'est cool ». Et il y a des matchs qui ont basculé dans l'autre sens à un moment donné. Donc peut-être plus de maîtrise, mais la maîtrise, ça va aussi avec la tête fraîche. Il change quand même 3-4 joueurs par match, hein, Roberto De Zerbi. Il n'a jamais la même composition d'équipe. Jamais. Jamais. De temps en temps, on arrive 1 heure avant, on voit la compo. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a inventé? Qu'est-ce qu'il a fait? Exemple. Il n'y a jamais eu la même compo d'un match sur l'autre. Exemple, c'est depuis qu'il est à l'OM. Non, la saison dernière, c'était peut-être arrivé à la 12e, 13e journée. Il y avait eu. Je me souviens d'ailleurs, à un moment donné, je dis, coach, c'est le 12e match demain. Est-ce qu'on aura une 12e? Je n'avais pas terminé ma question. Il a dit, il y aura une 12e compo. Ouais. Donc, je donne un exemple sur Murillo. Murillo qui est blessé pendant 1 mois. Et tu vois la compo qui tombe à Saint-Gilloise. Et Murillo, j'ai défenseur central droit. Il n'a pas joué depuis 1 mois. Et tu as Balerdi et Pavard sur le banc. Ça tombe bien parce qu'on a une question Moi, je découvre ça. Je suis stupéfait. On a l'impression que parfois, la Ligue des Champions, c'est un laboratoire. Il a mis contre l'Ajax, il a sorti Audier, il met le premier match, Vermieren, O'Reilly, Nadir, milieu de terrain, tu gagnes 4-0. Oui, mais souvent, ils sont payants, ces choix. Alors, c'est vrai que derrière, on peut lui tomber dessus, mais ils sont il payants. te met donc Bacola titulaire contre Newcastle, et là, il te met Pavard et Balerdi remplaçant, Murillo et Emerson, défenseurs centraux, droit et gauche. Waouh! Donc, c'est moins surprenant, là, ça peut arriver. Tu es d'accord, plus ça fait un peu beaucoup pour moi. Vous en pensez quoi un peu de la gestion justement de Balerdi et de Pavard? Nous demande de Nasdjak 2, qui lui la juge catastrophique. C'est dur parce que moi qui apprécie beaucoup Balerdi, je pense que cette saison, il n'a peut-être pas réussi à passer un cap qu'on espérait, qu'on voyait peut-être ces dernières années. Je pense que parfois, il a beaucoup de nervosité qui amène à faire les erreurs qui sont parfois trop souvent reprises, alors que c'est des erreurs qui arrivent à Guerd, à Pavard, où la semaine de Pavard qui a été très compliquée avec le Sporting. Sporting et Lens. C'est ça. Et Angers, je crois aussi, où il fait une bourde. Je sais plus, mais c'est vrai que la semaine du Sporting Lens pour Pavard, ça a été très dur. Et je pense que pour les deux, globalement, je m'attendais peut-être à un peu mieux, un peu plus de maîtrise, parce que Balerdi a quand même maintenant beaucoup d'expérience. C'est plus le jeune jeune défenseur qu'on a eu, où on pouvait un peu pardonner plus ses erreurs. Pavard, Pavard, quoi. Il est venu avec beaucoup d'expérience et avec ce joueur cadre, peut-être pas absolument comme Rabiot, mais comme quand Rabiot est arrivé, il nous a apporté énormément de bien au milieu de terrain. Ce qu'on attendait un peu de Pavard, et au final, je pense que c'est ce qui se passe peut-être dans la tête de De Zerbi, c'est qu'il n'a pas les pleines satisfactions de ce qu'ils font sur le terrain actuellement, avec quelques erreurs et tout, et c'est pour ça que peut-être qu'il change. Après c'est vrai que c'est spécial, parce que comme on le disait,
chaque semaine, c'est différent. Donc aussi, c'est compliqué de leur donner du rythme. C'est souvent ce qu'on dit, justement, quand on change beaucoup de compos. C'est compliqué de leur donner du rythme. Là-dessus, je n'ai pas forcément la réponse. Pour un défenseur, le début de saison est capital. Mais c'est ça, ouais. Le début de saison, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir ta confiance. Tu perds, il rate son match à Lyon, où il fait une boulette. Après, tu as Egan Riley qui est expulsé. Il marque contre son camp à la 89e. Il voit qu'il y a Aguerd, Pavard qui arrive. Même Emerson et tout, sur la base défensive. L'année dernière, c'était le King, le patron, le seul joueur. On se disait s'il n'y a pas Balerdi. Ah oui. Là, il voit qu'il a peut-être plus. Il rate un match avec l'équipe d'Argentine, alors qu'il y a une place à prendre pour la Coupe du Monde. Il a été blessé un peu aussi. Il a été blessé. Ça va vite. Ça va très, très vite. Donc, il y a eu des critiques. Encore une fois, il a mal démarré. Et après, tu essayes de te raccrocher aux branches. On le voit avec Brassier l'an passé, même si ce n'est pas les mêmes joueurs, pour un défenseur. Egan Riley, là, il a du mal. Egan Riley est en train de faire une Brassier. Donc, ça va très, très vite. Le début de saison, encore une fois, est capital. On l'a vu avec Wai. Le joueur qui arrive et qui démarre très, très bien, il est lancé. Ouais, et ça joue. Confiance, ça joue. Là, tu parles de Balerdi? Ah oui, parce que je croyais que tu parlais de joueur qui vient d'arriver. Balerdi, ça fait en général, 20 ans qu'il est là. Mais non, moi je trouve que Pavard, on est beaucoup trop sévère avec lui. Il y a eu une petite période compliquée, effectivement, avec peut-être de la maladresse de sa part et un manque de réussite. Mais dans l'ensemble, moi je le trouve plutôt très bon sur cette première partie de saison. Il y a ce match de Lens. Le match de Lens. L'enchaînement Sporting Lens, oui, ça a été compliqué. Regardez-le, ce match Sporting. Le bilan de sa première partie de saison. Ah non, franchement, mais il y a des matchs dans l'ombre, comme l'on dit. Là, l'un des derniers matchs, des fois je les confonds, mais je crois bien que c'est Newcastle. Oui, très fort. Il est exceptionnel. Sauf qu'on ne le voit pas. Mais il est très très bon. Et là, après, c'est moi, du je ne Pavard. mettais pas forcément au niveau. Non, il y a une grosse expérience. Au même niveau, Balerdi et Pavard. Je trouve que vraiment Pavard fait dans l'ensemble il est irréprochable dans l'attitude. Là, il est un peu par rapport à la question du peu amoindri ces derniers temps. Qui mettre. Et je pense que c'est ce qui a joué. Comme tu dis, vu qu'on a beaucoup enchaîné, le moment où il sent qu'il y en a un qui a fait une erreur, peut-être que De Zerbi, il avait peur de ce manque de confiance, ou justement, il ne voulait pas le remettre dans le bain 3 jours après. Et s'il avait encore la tête plus bactère, rentrer dans le match avec peut-être la même mauvaise mentalité, et du coup, créer une spirale négative quand on a pu vivre avec certains joueurs, et ça arrive dans toutes les équipes du monde, peu importe en soi le niveau du joueur. Peut-être c'est pour ça que justement il a autant changé et tout, à des moments où ça a pu être plus ou moins bien, parce qu'en fait, finalement, ce début de saison, on a très peu de joueurs qui ont été exceptionnels de bout en bout. Rouli a quasiment fait, je pense, et a fait des moins bons matchs peut-être. Mais c'est pas grand-chose. Mais oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Même pas, c'est 10 secondes. Je peux lui enlever. C'est 1 minute dans un match. On peut pas dire. Il y a des matchs où il a fait à la fin où il s'est peut-être un peu manqué, là, Toulouse, tout ça, mais avant il fait des gros arrêts. S'il y a 2-0, s'il fait pas son gros arrêt après la barre transversale. Non, je suis d'accord. Non, mais quand il y a 3 semaines, beaucoup sont tombés sur Rouli. Mais à un moment donné, il faut arrêter 2 secondes. 2 secondes. Le mec, il a fait 1 an et demi au ciel stratosphérique. Et il en refera. Et il en refera des boulettes, vous verrez, parce que c'est son jeu, parce que ce sont les consignes. C'est le poste. Et c'est tout. Mais il est monumental. D'ailleurs, pour moi, c'est je ne sais pas s'il y a ces questions-là. Bruno, tu retiens quoi de cette première partie de saison, le geste de cette première partie de saison? Je me l'auto-pose la question. C'était une de mes questions de fin d'émission, mais vas-y, fais ce que tu veux. Non, là j'ai envie. C'est l'arrêt sur le penalty face à l'Atalanta. Tu me réponds avant que je te pose la question, du coup. Il est exceptionnel cet arrêt. Les amis, il nous a répondu déjà à la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Non, je rigole, j'avais 2-3 questions comme ça pour la fin de l'émission, mais là j'ai envie qu'on mette les pieds dedans. On va y aller, le sujet préféré des supporters de l'Olympique de Marseille. L'arbitrage? Le mercato. Ah non, le mercato. Ça s'est joué à rien. On en a parlé tout à l'heure. Non, là on y va vraiment, on rentre dans ce sujet-là. Et vu que tu es un peu bavard, je vais te poser à toi la question, sans jeu de mots. C'est quoi la priorité pour toi, pour ce mercato hiver? On l'a un peu évoqué. Alors, c'est pas que je suis pas d'accord avec Pablo Longoria, mais lui, il a parlé aujourd'hui de recruter pas un concurrent, parce qu'on ne peut pas dire ça à Greenwood, mais plutôt un complément pour peut-être permettre à Greenwood de souffler un peu. Greenwood, il ne manque jamais un match, jamais un entraînement, c'est assez hallucinant, c'est une machine aussi, mais peut-être aussi pour pouvoir le replacer à d'autres endroits sur le terrain, peut-être dans une position un peu plus axiale. Je suis beaucoup moins fan de Greenwood dans l'axe.
personnellement. On verra, mais, Oui, mais tu là, vois, c'est quand même l'un des joueurs les plus adroits de C'est l'OM. important. Donc peut-être que face au but, avec une position un peu plus axiale, peut-être qu'il peut aussi aller chercher quelque chose d'autre et qu'on peut voir un autre potentiel. Non, c'est peut-être au milieu, parce qu'on a dit, au milieu, il cherche, je pense, encore la bonne formule. Pour moi, Højbjerg est indispensable aujourd'hui, dans le jeu, dans le leadership aussi qu'il incarne. Ces derniers temps, c'est lui qui avait le brassard de capitaine quand Balerdi n'était pas là. Et on le voit, en plus, il est décisif. Voilà, il parle français quand il va discuter avec les arbitres, tout ça, il y a beaucoup de choses. Mais à côté, on a dit qu'Kondogbia, il peut jouer. Et il peut être très bon, mais en gros, c'est un match par semaine, quand tout va bien physiquement pour lui. Vermiren, il alterne aussi le bon, voire le très bon, et par moments un peu le moyen, où enchaîner, c'est compliqué. Voilà, même si là, ce n'était pas forcément un cadeau que de le mettre en numéro 10. Donc, on voit bien que dans ce cœur du jeu, qui est si cher à beaucoup d'entraîneurs, mais qui est important dans le dispositif de De Zerbi, avec des rampes de lancement, avec des joueurs qui, à la perte de balle, des fois se retrouvent en 1 contre 1, tout ça, il y a besoin quand même de se renforcer dans ce secteur-là. Et c'est là où, malheureusement, le départ de Rabiot, il manque, quoi. Laisse-le finir, parce que je pense que je suis d'accord avec lui. Donc, j'ai Et pas moi, grand-chose justement, à non, ajouter, je crois, là-dessus. ce que j'allais te demander, c'est, là, on a l'avis d'un journaliste, suiveur de l'OM, qui parle beaucoup aussi avec les dirigeants pendant les conférences de presse. Donc, il a peut-être d'autres éléments que le supporter lambda ne peut pas forcément avoir. Toi, je veux ton ressenti en tant que supporter de l'OM. Qu'est-ce que tu veux voir pendant ce mercato hivernal? Ne commence pas à me sortir. Je veux CR7. On va pas refaire. Soyons logiques dans ce qu'on dit. Qu'est-ce qui te plairait? Est-ce qu'il y a un joueur en Ligue 1, par exemple? C'est dur parce que mercato hivernal, c'est toujours, on l'a tous dit et on le sait tous comment ça se passe. C'est souvent si tu as une petite surprise ou un joueur à relancer, etc. Et puis même, tu l'as dit toi-même, on a des joueurs qui vont revenir, donc je ne sais pas si... alors, je ne suis pas comptable du club, mais je ne sais pas si c'est le moment justement de sortir de l'argent alors qu'on a des joueurs qui reviennent et on peut peut-être se renforcer. Non, ce n'est pas le moment. Pablo Longoria l'a dit, et ça, c'est une donnée très importante. On n'est pas obligé, je pense. On n'est pas obligé absolument de se renforcer plus. Après, là où j'étais d'accord avec toi, c'est que je trouve qu'au milieu de terrain, un mec un peu plus créatif, un mec un peu plus technique, parce que justement, on a Vermeeren qui oscille un peu, mais qui quand il sait être très bon, il l'est. Mais peut-être c'est ce qui nous manque, parce que Højbjerg, je pense que là, il a eu des moments un peu moins bien, et maintenant, il est vraiment, comme tu disais, le patron, donc je reprends tes mots. Je pense qu'au milieu de terrain, quelqu'un d'un peu plus technique, justement, pourrait être plus créatif, et surtout quand on galère un peu sur nos premières mi-temps, où on n'arrive jamais trop à trouver la solution, je pense que c'est ce qui nous ferait du bien. Moi, je pense que c'est obligatoire, par contre. Obligatoire? C'est obligatoire. C'est pas compliqué. Tu regardes Monaco, qui nous a fait beaucoup souffrir. Ils avaient 3 créateurs. 3. Ouais, c'est vrai. Golovin, Minamino et Akliouche. Nous, on n'en a qu'un. C'est pas compliqué. Tu regardes tout ce que tu veux. Il centre, il marque, mais non, il fait mais des Pechao déviations. aussi. Non, c'est pas un créateur, Macaille. Donc moi je suis désolé, il nous manque un milieu de terrain qui peut dribbler, peut frapper, que ça soit une 10, que ça soit un 8. Il nous faut absolument un créateur de plus que Greenwood. Est-ce que tu as des noms en tête? Oui, et qui sait défendre, c'est très important aussi, attention. Mais qui sait un courir, mec qui sait donner un ballon, un mec qui sait dribbler, qui sait faire... Là on a quand même beaucoup de joueurs Marseille-Cassis, quoi, qui courent, mais c'est light. Donc je suis désolé, c'est absolument nécessaire. Alors on a bien compris qu'il fallait peut-être se séparer de joueurs, peut-être d'un Mopé, d'un Lirola, qui ont des salaires qui te permettraient d'un Blanco, d'un Blanco, qui est 5e, 6e gardien aujourd'hui ou 4e gardien et qui est toujours là. Qui te permettrait, si tu veux, d'économiser au niveau de la masse salariale et de pouvoir recruter un joueur. C'est très clair. Il a dit, Longoria. Vendons, puis après, on essaye de voir un joueur offensif. Mais c'est indispensable. Vendons ou cédons, hein. Oui, mais tu as le droit. Au moins, tu économises le salaire. On est trop dépendant offensivement et dans la créativité de Mason Greenwood. On a trop de milieux légers. Alors, ils courent, ils font le taf, etc. Mais c'est pas possible. On ne pourra pas atteindre nos objectifs, avoir un titre ou rester, vouloir juste être deuxième, si on n'a que Greenwood devant. Alors, il y a le retour de Gouiri, qui va quand même changer beaucoup de choses parce que c'est un joueur de ballon qui s'y jouait dans le petit jeu. Alors maintenant, qui va me répondre? Ce que j'allais te demander, si tu as des noms, parce que le mercato, encore une fois, comme je l'ai dit en début d'émission, tu es obligé de prendre des joueurs. La plupart du temps, moi je regarde ceux qui sont en fin de contrat au mois de juin, donc que tu peux avoir à moitié prix, ou, etc. Et tout dépend les moyens que tu as et ce que tu veux. Est-ce que tu prends Ligue 1? Par exemple, on parle beaucoup d'Abdelli,
qui joue à Angers, qui est libre dans 6 mois. Il y a une hype autour de lui. Il a 26 ans. Bon, c'est énorme ce truc. Moi, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'en parlais déjà avec des dirigeants de l'OM. Donc, pourquoi d'un coup Abdelli, c'est un très bon joueur. Voilà. Maintenant, donc moi, le les mec qui épaules joue pour à l'OM Angers, ou pas, le mec qui joue à Angers, c'est on a compliqué. vu les mecs qui sont à Angers, à Brest, qui arrivent au Vélodrome. Je ne dis pas que c'est pas un bon joueur. Tu l'avais vu avec Drogba jouait Non, à mais Guingamp, c'est un bon joueur. Niang jouait au Havre. Unai avait joué à Unai, Angers avant de venir. C'est un bon joueur. Je te dis que j'ai des doutes sur sa capacité à être performant et puis tout de suite au Vélodrome. Ça, c'est mon ressenti. Je n'ai pas dit qu'il ne le serait pas. Et après, il y a des joueurs confirmés qui peut-être ont 30 balais, 32 ans, et encore faut-il avoir À qui tu penses? Il y a des Brozovic, il y a des Kessier, il y a des N'Golo Kanté. Mais on n'est pas sur ce numéro 10 non plus. Non, mais c'est un joueur qui a du ballon, qui est créatif. C'est pour ça que je dis Bernardo Silva, je te rejoins sur ça. Silva qui est en fin de contrat. Donc je te donne des noms de joueurs. Ce sont des salaires monumentaux. Voilà. Oui. Mais justement, cet hiver, Ben, ça c'est ce que ça dépendra que si on... Je suis en train de te dire, tout dépend de ce que tu as. Si tu vends 3 joueurs ou tu cèdes 3 joueurs, peut-être que tu peux t'en payer un. Oui. Je dis bien. Mais dans encore le une fois. profil, je suis un peu moins d'accord avec toi. Par exemple, sur Kessié ou sur N'Golo Kanté, alors c'est des joueurs de très grande qualité, comme tu dis, et qui en plus de ça ont des pieds en dessous des jambes et pas des marteaux. Mais là où je te rejoins pas, c'est que quand tu dis on joue à 10 au lieu de jouer à 11, le joueur qui te manque, c'est le numéro 10. C'est celui qui va être un peu le complément de Greenwood, qui va savoir faire cette dernière passe, faire cette dernière frappe, marquer ce but, peut-être savoir cette lucidité. Mais si tu as un milieu de terrain, rêvons, N'Golo Kanté, Højbjerg, Vermaelen, c'est pas le Vermaelen, même tu le mets milieu pas en de 10. terrain. Mais qu'est-ce qui Non. joue en 10? Non, mais personne. c'est- Mais tu joues à 3 milieux de terrain. Tu Et peux est-ce qu'il quand le même... fera? C'est ça la question Non, aussi. mais tu es quand même solide. Voilà. Après, je t'ai parlé de Bernardo Silva, donc ça, c'est un, Moi, ça me fait vrai rêver, ça. 10. C'est un de mes joueurs préférés. C'est un vrai 10. Non, mais c'est il un faut- sacré joueur de foot, mais Il les ne gars, viendra jamais au mais mercato comment hivernal. payer son salaire? Mais à moi, un moment je- donné, moi- on reste à l'OM. Parce qu'en plus, les seules rumeurs non, mais- qu'on a de vente, c'est Højbjerg. Non, mais donc, d'accord, mais... Et Pablo Longoria a dit moi, d'ailleurs et la on porte peut est pas se fermée. permettre Je dis toujours, de vendre Højbjerg. est-ce qu'on savait, 3 jours avant l'arrivée de Rabiot, est-ce qu'on pensait le faire? Tu vas me dire, il était en fin de contrat. Non, mais même 2 heures avant, hein. Avec ça. Voilà. Donc moi, je Mais il y a dis eu des efforts que monumentaux en termes de salaire. j'ai une confiance aveugle en Mehdi Benatia. Voilà, il a appelé De Bruyne, il appelle tout le monde. Il a peur de rien, Mehdi. Je dis qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, même si la tendance, c'est plus Abdelli que Bernardo Silva. On est d'accord, un joueur de Ligue 1. Après, la tendance, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une hype autour de. Moi, je verrais de plus un Imad jeune. Abdelli. Je sais pas, moi, je. Après, tu as un je n'ai pas Sud-Américain, il y a forcément des d'infos, Sud-Américains, un mec que tu ne connais pas forcément, un mec qui a faim, un Sud-Américain qui veut peut-être faire la Coupe du Monde sur le continent américain cet été, et qui est prometteur, et qui veut tout casser. Moi, je ne veux pas forcément donner d'avis sur Imad Abdelli, parce que c'est un ami déjà dans un premier temps. Donc j'aurai un avis qui sera un peu forcément faussé. Moi, Il t'a dit qu'il voulait venir ou pas? C'est un amoureux inconditionnel de l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un Comme qui son regarde. compère Belkebla. C'est quelqu'un qui regarde les matchs de l'OM avec des nounours de l'OM sur son canapé. Ah oui. Donc c'est un vrai passionné de l'OM. Dis-lui d'écouter les matchs et de mettre la radio. Lettre ici Provence en même temps. Il va se régaler. Voilà, c'est le phrase qu'il m'a le dit, son, parce qu'on et en il y a en a déjà plein qui le parlé. font. La seule phrase qu'il m'avait dit, et c'était cet été, il m'avait dit si Benassia m'appelle, je lui dirai que dans les joueurs qu'il aura signés pendant qu'il sera à l'OM, je serai celui qui mouillera le plus le maillot. Il n'en trouvera pas un. Déjà qu'il qui le mouillera- mouille, il le trempe à Angers. Alors ici. Qui ne mouillera pas plus le maillot que moi. Non, Et s'il faut venir en footing, je viens en Après, footing. ce que j'essaye de faire comprendre aux gens qui nous écoutent aussi, c'est que c'est un peu le même profil que Ndiaye. Tu vois ce que je veux dire? De quoi? Qui était Est-ce que c'est la même force mentale? Non, mais voilà. Donc, je te dis, il était amoureux inconditionnel de l'OM. Il joue à peu près le même poste. On va dire c'est un joueur offensif, pas forcément les mêmes caractéristiques. Et on a vu que au Vélodrome, Ndiaye, ça a été compliqué. Et moi, je ne sais pas. Je ne le connais pas. envie de vivre deux fois la même histoire. Je ne connais Non, pas tu l'as pas assez- vécu, c'est pas possible. Je ne connais pas Un petit assez peu, ouais. Abdelli pour savoir si il va pas avoir le ballon qui lui brûle au milieu de terrain. C'est Non, pour moi ça, je suis persuadé de non. Et puis il a J'espère l'habitude de la du Ligue contraire 1. aussi. Il a l'habitude de la Ligue 1. Après, c'est un profil. L'OM veut Après, tu peux aussi jamais récupérer savoir. de l'argent plus tard. hein. Non, mais alors, la différence avec Iliman Ndiaye, c'est qu'on l'a vu jouer au Vélodrome.
Mais avec l'autre maillot. C'est pas pareil. C'est encore pire. Justement, pour un supporter de l'OM, venir au Vélodrome, Oui, mais le avoir porter cette ce maillot, pression-là, l'enfiler, c'est pas pareil, on est d'accord. mais la dynamique C'est pour ça, moi, je ne veux pas parler de là, dans une équipe c'est mon ami, moi, je vais le défendre. Regarde Romain Alessandrini. Iliman, quoi qu'il se passe, ça a avait été une dur aussi. pression supplémentaire au-delà d'être Mais tu peux regarder des supporter de papins, l'OM. des Toi, Ouais, tu ouais, suis il y un en a petit plein. peu la Ligue 1, qu'est-ce que tu en penses de ce profil-là? En tout cas, sans parler forcément d'Imad Abdelli, mais d'un profil un peu comme lui qui, à Angers, joue aussi bien 10 que 6 ou 8. Donc vraiment dans tous les postes du milieu. Est-ce que tu penses que ça serait une plus-value pour l'OM? Ouais, moi, je pense qu'on est tous d'accord, et c'est ce que je disais. Moi, je pense que c'est absolument ce qu'il nous faut, c'est le plus important. En plus, s'il est polyvalent, ça aidera De Zerbi à faire ses compos et à nous placer chaque semaine à un poste différent, mais on trouvera la bonne composition. Mais moi, je pense que c'est ce qu'il faut au milieu de terrain pour l'animer un peu plus, et parce que forcément, aujourd'hui, défensivement, on a Hubert qui fait bien le taf. Mais offensivement, on n'a que Vermeuren qui, s'il est bon, ça va. Et quand il est moins bon, on n'a personne d'autre. Et donc, on se repose un peu trop après derrière sur Greenwood. Et c'est ce que tu dis, si on n'a que Greenwood pour animer l'équipe, on est trop vite limité. Quand Guiri reviendra, on aura quand même une solution de plus. Mais c'est quand même pas ce poste-là qu'on attend. Et après, tu as l'option, ou même si elle ne te plaît pas, Johan, non mais elle ne te plaît pas, mais que Greenwood, il soit dans une position un peu plus centrale, même s'il va à droite, à gauche, et que tu as un attaquant supplémentaire. On a le droit de prendre un attaquant aussi. Ils étaient sur justement, Zegrova, souvenez-vous. justement, par exemple, était derrière. Et sur un joueur de Feyenoord, qu'on nous dit dans les commentaires, Anis Hadj Moussa, peut-être si vous avez des infos sur ce nom-là, ça ne circule pas trop. Non, mais je ne sais pas. Non. Il y a tellement de noms, vous savez. Ça, tous les jours, Sur il y chaque avait- poste, ils en ont Maintenant, 3 pendant ou tout le 4 mois de ou 10 janvier, de il va y profil. avoir 5 noms Ah oui, par jour. 5000 rumeurs. Moi, je te Mais dis- qu'on ne s'attende pas à 5 arrivés, quoi. Très honnêtement, c'est ce enfin, qu'il a moi, dit je ne le le vois Longoria pas en comme ça. conférence de presse, Oui, il me mais semble. en gros, il a dit comme ça. Après, Faudra il ne voir. s'agit pas de vendre du rêve. Par exemple, on est la même chose que je disais entre N'Golo Kanté et Abdelli. Un attaquant, mais tu peux avoir les profils des joueurs qui sont en fin de contrat, qui sont en Arabie Saoudite, pour faire rêver les gens, vendre du papier, style Benzema, Mané, Vlahovic. Ça semble évidemment le domaine du rêve, mais encore une fois, jurisprudence Rabiot. Puis tu as un profil comme Saïd, par exemple, Wesley Saïd, qui est en fin de contrat au mois de juin, mais il est à Lens. Est-ce qu'ils vont vouloir, il a 30 ans, c'est un très bon joueur. Est-ce qu'il va vouloir partir? Est-ce que Lens va vouloir le laisser à un rival? C'est plus compliqué. Mais voilà, est-ce qu'on prend quelqu'un qui connaît la Ligue 1, qui n'a peut-être pas une cote extraordinaire, mais qui connaît la Ligue 1 et qui peut être opérationnel tout de suite? Ou on prend un nom qui est en Arabie Saoudite et il faut faire un effort salarial et tout. Donc là, c'est encore une fois, c'est peut-être entre les deux ou les deux. Bruno, lui, il va dire on n'a pas les moyens. Non, il peut. Moi, je les vois bien. Je n'ai pas d'infos là-dessus, c'est plus une intuition. Je les vois bien essayer plutôt de chercher un profil jeune qui sera susceptible d'être revendu plus tard, dans 2-3 ans. Je les vois plus faire ça, parce que de l'expérience, mine de rien, dans cette équipe, il y en a. On a beau refaire le total. Ils en ont recruté la saison dernière, mais entre les Roulis, les Aguerd, aujourd'hui même Balerdi, même s'il est encore jeune, voilà, Pavard, Højbjerg. Emerson, enfin je l'ai peut-être dit, Højbjerg, il y en a de l'expérience. Donc la difficulté après, je pense, quand on est dirigeant de l'OM, c'est de se dire, si on prend quelqu'un, est-ce qu'on ne va pas non plus boucher l'horizon de nos jeunes? Le développement, l'explosion peut-être à venir de Vaz, de Bacola, notamment de Madi. Donc il y a tout ça. Il va y avoir beaucoup de matchs en deuxième partie de saison aussi, si l'OM poursuit son parcours dans les différentes coupes. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Voilà. Et est-ce qu'il va y avoir Angel Gomez, il est un peu critiqué, est-ce qu'il va être mis sur le côté? Est-ce qu'on va lui demander de partir? On sait que ça peut aller très vite désormais. Il peut y avoir l'année dernière. Oui ou non, voilà, ce sont des questions. Il se je dit ne sais quand pas, même qu'il y a un joueur qui est arrivé cet été il cherche à s'en séparer. Donc, parce que après, Et il faut pas voir. forcément Gomez. Moi, je pense Gomez, que c'est il y a O'Reilly, il y a Egan Riley. Ce sont des joueurs dont on attend probablement plus. La vraie question aujourd'hui, moi, je n'ai pas forcément la réponse, c'est, quoique pour certains peut-être, mais ont-ils le niveau pour être performants à l'OM, même dans les années à On venir? nous dit dans les commentaires, par exemple, c'est un une vraie profil question. comme Yacine Gessim de Dunkerque, en Ligue 2. Oui, mais c'est un C'est joueur d'autres du profils, 13 en Non, mais profil, là, mais là, on là, est sur des... là, je peux répondre. C'est pas ce que tu veux. Non, mais on a 8 matchs au mois de janvier. Si on se qualifie dimanche en Coupe de France, on ne l'a pas assez dit, ça. Il faut se qualifier dimanche.
parce que le bilan, il n'est pas le même. Hein. C'est pas pareil. Parce que là, tu vas jouer Bourg-en-Bresse. contre Nantes, contre Bourg-en-Bresse, tu vas jouer peut-être avec Wea attaquant. Hein, parce que tu n'as plus rien, tu as Vaz. Non, avec Vaz. Oui, mais c'est tout. Dans un cours de match. Vaz, Petchao, Greenwood, Voilà. si ça ne suffit pas pour gagner à Bourg-en-Bresse. Oui, mais en cours de match, voilà, Wea, puis Vaz, ça fait un mois et demi qu'il est dans le trou. Avec Clinton. Donc Clinton, prendre Ocampos, un joueur de Mitroglou. D2, La dernière fois, prendre donc. un joueur de Ligue 2 au mercato d'hiver, alors que tu vas avoir des finales de Trophée des Champions, de Ligue des Champions. Waouh, C'est vrai que tu l'envoies dans le grand bain. j'entends ce que dit Bruno et je pense qu'il a raison sur le profil qu'il recherche peut-être pour l'avenir. Mais moi, j'attends un joueur confirmé, quoi, et qui soit opérationnel. Là, paf. Tu as trop de matchs, tu vas jouer tous les 3 jours. Si tu passes les barrages, tu vas continuer à jouer tous les 3 jours en février. Et tu vas exploser. Ouais, Tu vas exploser littéralement, même si tu as le retour des 3 fameux blessés. Waouh, n'oublions pas qu'on n'a pas à guerre et au bas pendant, on va dire, minimum 15 jours. 15 jours en janvier, ouais. Parce Wow. que c'est vrai que moi, je trouve Je que pense l'OM que- a tiré la langue là. Sur les fins de série, à chaque fois, ça a été dur. Même là, hein, je trouvais Joueur de Monaco, Ligue sur la 2, fin, il y a de la passer réussite. de mais- Dunkerque à l'OM. Waouh. Bon, je pense- Si bon soit-il. Quoi. Je pense qu'on va rester sur ça. Donc, on voudra un joueur. Michel veut un joueur. Moi, je veux tout pareil que Michel, je vous le dis. Un joueur d'expérience à l'Olympique de Marseille, prêt de suite. Paf. Je vous pose une dernière question pour finir cette émission. J'avais normalement, moi, j'avais préparé le match référence. Donc, vous me donniez le match référence. Mais j'ai bien aimé ta question sur le geste de cette première partie de saison. Toi, tu nous as dit. Moi, l'OM a beaucoup marqué, à peu près comme la saison dernière, et la meilleure attaque de Ligue 1, c'est important. Mais moi, j'ai envie de retenir l'arrêt sur pénalty de Rulli contre l'Atalanta Bergame, parce que souvent on dit qu'un gardien arrête un pénalty quand le pénalty est mal frappé. Là, pour moi, Là, le il était pénalty très bien est tiré, très ouais. bien frappé de Ketteler, et il fait une horizontale, c'est exceptionnel. Il sent la chose, il fait le bon geste, et c'est juste monumental. À ce moment-là du match et tout, l'OM a eu des difficultés, puis ça met en avant, je trouve, la première partie de saison de Rulli aussi, sans oublier Delange. Donc voilà, j'ai plutôt envie de retenir ça. L'OM a voulu aussi recruter défensivement pour se renforcer, voilà. Et j'ai bien envie de mettre Rulli, qui est en plus un bon gars, dans les moments clés, quoi. Ton geste, Michel, de ce début de saison. Moi, je suis un fanatique, un fada total De de Greenwood. Mais je ne vais pas le mettre parce que, bon, par exemple, le but contre Monaco, c'est du génie, extraordinaire. Je suis un fan de Rulli. Mais je vais choisir le but d'Aubameyang qui change peut-être notre saison contre Newcastle au bout de 20 secondes de jeu à la reprise. Ce ballon de Bacola et le goal qui va à la pêche. Il faut le mettre, hein. Il dribble et il est Ah le oui. long de la touche. Il met un but complètement excentré et qui fait que notre saison, elle peut basculer parce que si tu perds là, je pense qu'on n'est pas bien et donc je vais retenir ce geste et ce but et ce moment clé. On l'oublie au bas, parce que des fois dans les matchs, on le voit moins, parce qu'il y a l'âge, on l'a dit, parce que les répétitions de course, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'il est décisif très, très régulièrement. Il est dans la dernière passe, dans l'avant-dernière passe. À l'Union Saint-Gilloise, il est dans les 3 buts, par exemple. Et ça, par moment, on l'oublie. Deuxième Et- joueur le plus performant en Ligue des Champions derrière Mbappé. 36 Ouais, ans. dans l'histoire. Dans Non. l'histoire. Oui, mais là, cette saison. Oui, cette saison aussi. Oui. Ouais, Après, il y a la Ligue meilleur d'Europe. passeur en Ligue 1, Mais- meilleur passeur en Ligue des Non, Champions, non, donc c'est incroyable. c'est Bilo. monumental. Ton geste. C'est dur. Le penalty, j'aimais beaucoup la réponse. Je pense Elle que... est prise. Mais j'ai bien vu, donc j'ai dû en choisir une autre. Je pense que quand même, on l'a dit que ça paraît évident, mais je pense que moi, le but de Greenwood contre l'Union Saint-Gilloise, c'est aussi un symbole parce que... Son deuxième, Bah, le troisième de l'équipe et le c'est ça. deuxième de Greenwood. Parce que c'est à la fois le symbole de ce qu'on a dit, de nos gestions de fin de match, où on n'arrivait jamais à aller au-delà du 2-1 et donc à stresser jusqu'au bout. Et ce but-là fait que on respire et on gagne un match hyper important qui nous qualifie à 98,9% si j'étais Opta. Si c'est Messi ou Mbappé qui le marque, on le voit beaucoup C'est ça. aussi. Hein. Ah oui. Et puis, bon, bah voilà, tu te rappelles Drogba, tu commences à te dire que bon, bah, c'est extrêmement impressionnant la saison qu'il est en train de faire. Donc je trouve que pour tout un symbole à la fois de remporter le match en Ligue des Champions, de s'assurer quasiment la qualif, et en plus, bah, ça marque son exceptionnel début de saison, je vais choisir ça. Et toi?
Et toi, Joël? Ah ben, moi, mon geste, Vas-y, il parce est qu'il y en a très beaucoup très qui ont été récent. pris. Non, ben, mon geste, il est très récent, pardon, et je pense qu'on n'aurait pas le sourire aux lèvres en parlant de l'OM aujourd'hui. C'est l'intervention d'Aguerd sur la parade de Rouly. Sur Biret. Sur Biret. Sur Biret. Je pense que cette intervention, elle fait énormément de bien parce qu'elle te permet de garder les 3 points dans un premier temps. Et en plus de ça, quand on regarde l'image que donne Prime Video, j'allais dire Ligue 1+, donc du virage nord, c'est le seul joueur défenseur qui suit le ballon. Et s'il ne le suit pas, ça fait but, parce que Ouais. Rouly, tant Mais- bien que mal, Mais arrive tu à dis quand tu arrêter. regardes du virage nord, mais quand tu regardes là maintenant au ralenti ou le résumé du match, c'est toujours le seul qui va. Ah oui, oui, Ah oui, Voilà. oui, c'est vrai mais que- c'était Et, vraiment pas flagrant sur cette spécifiquement image-là. sur Et le- très honnêtement, non mais ça symbolise un truc, moi je trouve, sur l'état d'esprit, sur tout ça, sur le fait de comme on dit un peu trivialement, de se sortir les doigts pour le copain et de faire l'effort pour le copain. Rouly, il a 2 doigts de concéder le pénalty, parce que si Biret la joue différemment, voilà, et Aguerd qui revient, qui sent le truc, et non, franchement, et là, heureusement, parce que sinon c'était encore un but encaissé dans le temps additionnel et des points de perdus. Et puis on est plutôt bon. On a les 4 meilleurs joueurs quasiment sur la première partie de saison, à part Højbjerg, avec Aguerd, Oui, Aguerd, Aubameyang, intéressant. Greenwood et Rouly. Complètement. Les amis, merci de nous avoir suivis pour cette dernière émission de l'année. On va vous souhaiter de très bonnes fêtes. Je te coupe 10 secondes. Bourg-en-Bresse. J'allais le dire. Bourg-en-Bresse. Voilà, J'allais c'est sur le dire. France 3, excuse-moi. J'allais le dire. Ne pas passer pour des dindes, c'est ça que tu voulais dire En Bresse. Il reste encore un match, Dans la donc Bresse. ce match de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse qui sera en direct sur France 3 PACA, c'est bien ça? Ouais, France Télévisions à partir de 14h45. Et ici Provence, la radio. Et ici Provence la radio. Et toujours Bilou qui nous fera des tweets pendant le match. Donc Avec plaisir. n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux de France 3 PACA, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Je vous fais de gros bisous. Passez de bonnes fêtes. Ne mangez pas trop parce qu'il va falloir courir pour la deuxième partie de saison. Allez, À l'OM. bientôt et allez l'OM. Allez, l'OM.